on a parlé de Ouais. la personnalité, on a vu les différents traits, mais à aucun moment on a pu introduire le concept justement de self. Cette idée qu'on se voit comme une personne, comme un sujet, et qu'on a une expérience unifiée, une sorte de sujet qui traverse les expériences, malgré le fait que quand on en parle, si hier soir on s'est mis une mine la veille, le lendemain on dit ah oui mais c'était pas moi qui ai fait ce que j'ai fait la veille, c'était quelqu'un d'autre. Enfin, malgré ça, on a quand même une intuition où quand on dit qu'on est en colère, c'est pas moi, c'était le moi de quand j'étais en colère. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça en psychologie, cette idée que on est à la fois une personne unifiée, mais en même temps, on a l'impression qu'en fonction de l'état dans lequel on est ou de la situation, on devient des gens totalement différents. Il y a des fois où je vais pouvoir faire des blagues, je vais me sentir à l'aise, et dans une autre situation, je vais être incapable d'avoir accès à la moindre blague, ou même de me détendre pour rigoler. Et donc, c'est assez marrant de voir comment, en fonction des situations, on va être capable ou non enfin, on aura une range de comportements à notre portée dans lequel on pourra piocher ou pas. Et du coup, OK. comment est-ce que la psychologie voit ça? Alors, c'est une question super complexe, hein, parce que tu imagines bien, j'imagine bien qu'il n'y a pas qu'une seule réponse hein, au truc. Moi, je pourrais te répondre un peu comme ça. Je te dirais, aujourd'hui, le soi, hein, l'identité, parce que ce que l'on est, un peu, voilà, et la cohérence qu'on a de l'image oui, de la représentation qu'on a de nous-mêmes, elle est considérée comme comme un peu comme un projet en développement. C'est-à-dire, non pas comme un truc figé, extrêmement, heu, donné, tu vois? Mais plutôt comme quelque chose qui se construit avec nos expériences, un peu c'est ce que dit McAdams, il dit: «Nos expériences de vie nous construisent et nous permettent de construire des histoires de nous-mêmes», tu vois? Et ces histoires de nous-mêmes, elles évoluent au cours du temps. Ça vient aussi d'un autre psychologue qui s'appelle Jérôme Brunner, qui a bien expliqué ça, tu vois? Qui était un ancien cognitiviste, hein, et qui lui avait des perspectives un peu rigides, tu vois? Et lui, il a dit: «Non, non», finalement, à la fin de sa carrière, il a dit: «Non, non, finalement, on est des histoires que l'on raconte, que l'on se raconte, que l'on raconte aux autres, et cetera, et qui sont en perpétuelle, évolution, et cetera, en fonction de ce qu'on va rencontrer. Donc le soi est vu comme comme quelque chose de en développement, en perpétuel développement, d'accord? Et donc du coup, quand tu rencontres des situations et là, c'est on retrouve le trait activation thyroïde dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand tu rencontres des situations, bah, tes traits de personnalité, ils vont, s'activer plus ou moins en fonction des situations que tu vas rencontrer, tu vois? Et donc du coup, bah, à certains moments, tu vas donner du sens et donner un sens cohérent à ce que tu penses être de toi, à l'histoire que tu t'es construite toi-même. Et puis à d'autres moments, hop, ça va te percuter, quoi. Et puis tu vas réagir, puis te dire ah ouais, mais en fait, je suis plutôt comme ça ou je suis pas comme ça. Ah bah là j'ai réussi, ah bah là j'ai pas réussi, etc. Tu vois. Donc on s'adapte, on change plus ou moins, on résiste plus ou moins aux situations, etc. Donc en fait, le soi, hein, le soi est quelque chose qu'on construit tout le temps et on appelle ça le selfing. Selfing. Et ça, en psychologie, on l'explique avec un psychologue, américain qui s'appelle, William James, que tout le monde connaît, hein, d'accord? Qui lui a une conception, duale pardon, duale du self en disant: il y a le «je» et le «moi». Le «je» et le «moi» et je trouve que c'est quand tu manipules ces 2 concepts-là qui au départ tu dis: «Waouh, qu'est-ce qui où est-ce qu'on va là?» En fait, c'est assez simple dans le principe et c'est les 2 facettes de la même chose. C'est les 2 facettes de ton identité. Le «je», c'est ce que je fais, OK? C'est ce que je fais. Je suis en train de parler, je suis en train de rencontrer quelqu'un, je fais ci, je pense ça, je voilà, et cetera. Et le «me», donc ça, c'est le «I» et le «me», c'est le «moi», ce que je suis. Vraiment, d'accord? Et en fait, les 2 s'alimentent en permanence. Voilà. Et là, la personnalité, elle est là, elle est dans le jeu parce que, comme tu l'as compris avec le trait activation théorie, eh ben, on a des dispositions de personnalité qui s'activent plus ou moins en fonction des situations et donc ça nous fait penser, nous fait agir émotionnellement et nous fait, développer nos comportements et donc c'est du jeu et en faisant ce jeu en fonction des situations, on alimente notre moi et on le renforce et ainsi de suite, quoi, d'accord? Donc le jeu, c'est le processus, la personnalité, c'est le processus et le moi, c'est le produit de tout ça. OK? Et en fait, ce produit, et ben, il est en perpétuelle évolution, toujours en train de changer. Et c'est pour ça que finalement, heu, bah, tu vois, tu peux être amené à dire qu'il y a des moments où c'est bien, c'est facile et parce que ça percute pas, tu vois? Puis à d'autres moments, c'est en dissonance et du coup, c'est ça qui est susceptible de te faire évoluer ou pas, au contraire, hein, parce que tu es très résistant. Tu vois un peu les choses. Ça va? Tu vois un peu la perspective avec le soi? Ouais. Et j'aimais bien l'idée qu'il y a des narratifs et que du coup, c'est ça Ouais. qu'on voit, c'est que des fois, on va se rendre compte que on va se dire un narratif dans nos têtes, je suis le genre de personne qui agit comme ça dans telle situation, etc.
et tout d'un coup, on se prend à agir différemment, ou alors il y a une nouvelle situation, enfin, il y a un nouvel élément qui rentre en compte dans notre cadre, dans notre concept. Et donc à ce moment-là, on doit soit changer le narratif, ce qui peut être pour le mieux ou pour le pire, ou alors y résister. Et du coup, on va avoir tendance à résister quand le narratif va devenir plus négatif, ou C'est à ça. l'améliorer si on peut. Ou parfois à l'inverse, du coup. Quand on est Ouais. en dépression, les narratifs vont être extrêmement négatifs, peu importe les éléments positifs qui viendraient déconfirmer la théorie naïve qu'on s'est faite. Et donc, comment est-ce qu'une personne peut faire évoluer sa conception qu'elle a d'elle-même, venir un peu réécrire le narratif justement dans lequel elle s'est emprisonnée pour réduire sa souffrance et un peu augmenter son bien-être, essayer d'avoir une meilleure image, plus positive, plus viable dans le monde d'elle-même. Ah, moi, je trouve que c'est une question super intéressante parce que c'est une question sensible aujourd'hui, je trouve, tu vois. Parce que d'un principe, le principe général, c'est de dire pour évoluer, il faut travailler sur soi, quoi. Tu vois, tu l'as dit toi-même, tu dis ah, je me rends compte que j'étais comme ça, ah, je me rends compte que. Du coup, c'est le travail sur soi, c'est le travail un peu d'examiner les émotions, les pensées, les actions que tu as fait, et puis d'en faire quelque chose, quoi, d'en faire un recul, tu vois. Et puis pour essayer de voir ce que tu peux changer, éventuellement anticiper, voilà. Et je trouve que ce travail-là, il est pas facile à faire, et il doit être guidé par un professionnel, tu vois, ou quelqu'un qui utilise des méthodes qui sont fondées sur des preuves scientifiques. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une inflation de marchands de bonheur, tu vois, de thérapeutes autoproclamés, de coach de bien-être, en management, avec des pratiques fumeuses, quoi, parfois délirantes, avec sans fondement scientifique. Voilà. En management, on appelle ça le bullshit managérial, tu vois. Donc, et les DRH, ils sont ciblés, tu vois, par ces personnes-là. Et on reconnaît cela avec les jargons un peu bizarres employés, tu vois. Et puis aussi, si tu regardes un peu le CV des personnes, tu vois très vite que voilà, c'est des gens qui pullulent sur le marché de la détresse humaine. Donc je trouve que la question que tu évoques, elle est très pertinente pour ça, parce qu'il y a une inflation de ce genre de personnes. Donc, heureusement, il existe des méthodes aujourd'hui pour aider les personnes à faire ça. Donc, on pourrait dire il y a deux approches, quoi. Il y a l'approche ancré entre guillemets sur la psychothérapie entre guillemets, hein. Je pourrais prendre l'exemple des thérapies cognitivo-comportementales qui sont très concrètes parce qu'on t'apprend à changer tes comportements dans des situations dans lesquelles tu es en difficulté. Donc c'est hyper concret, quoi. Et ça fait peur aux gens parce qu'on dit ah thérapie je suis pas malade, ou bon quand les gens sont malades ils disent, ouais, je suis pas si malade que ça. Enfin bref, tu vois, ça peut faire peur. Il y a ça, il y a, je pourrais prendre un autre exemple. Moi, j'utilise beaucoup avec les sportifs le MDR. Et dans le MDR, il y a une pratique qu'on appelle le développement des ressources. Voilà, qui est quelque chose qui permet aux personnes d'affronter des situations dans lesquelles ils se sentent en difficulté. Tu vois. Donc, c'est des méthodes qui sont des méthodes de psychothérapie. Voilà, qui sont des méthodes de psychothérapie, mais qui sont très efficaces, et cetera. Et il faut le faire entre guillemets avec des praticiens certifiés, reconnus, et cetera. Et puis après, tu as des méthodes d'intervention psychologique qu'on utilise par exemple dans le cadre du coaching, tu vois, qui sont non cliniques, mais qui sont d'inspiration clinique. Tu vois. Par exemple, je peux t'en citer quatre si Ouais, tu es pas de intéressé par souci, ça. Voilà. carrément. Je pourrais dire, je pourrais dire, alors je consulte mes notes pour rien oublier, hein. Euh, le premier point, c'est prendre conscience de ces difficultés, prendre conscience de ces difficultés ou des écarts entre l'état actuel et l'état désiré. Tu vois. C'est-à-dire, c'est un premier pas déjà. Tu as pris conscience, tu te dis ah ok, j'en suis là et voilà où je voudrais être, d'accord. Et ça, on peut le faire. Et tu vois, on utilise des méthodes qui permettent, par exemple, avec l'entretien motivationnel, par exemple, hein, à connaître les sous-bassements de ces comportements, en fait, tout simplement. Quoi, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est la première approche. Mais prendre conscience, tu vois, ça fait pas peur, ça. On va t'aider à prendre conscience de tes situations, d'accord. Mais il faut le faire avec un spécialiste. Parce que sinon, on va te faire prendre conscience, tout est n'importe quoi. Et les gens, ils savent pas, ils sont pas formés à ça. Il faut faire ça avec des gens qui sont formés. Ok. Bien sûr, on peut le faire soi-même, un peu déjà, c'est une première démarche qui est tout à fait intéressante, je trouve. Voilà. Mais la partager, c'est quand même je dirais, le meilleur vecteur de développement, c'est quand même l'interaction, hein, et l'interaction avec des gens qui connaissent bien ces mécanismes-là. Bon. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les pratiques réflexives.
tout ce qui est pratique réflexive, c'est-à-dire les méthodes. Par exemple, il existe les méthodes d'écriture expressive. Penn Baker, je sais pas si tu as entendu parler de ça, où c'est pas comment dire, le carnet, le livret intime là, tu vois? Mais c'est plutôt une écriture qui s'adresse à quelqu'un dans lequel on fait travailler sur des événements, et cetera. Donc ça marche très bien. En sport, dans un truc qu'on fait beaucoup dans les pratiques réflexives, puis ça marche beaucoup en éducation aussi, c'est, les remises en situation. Tu vois? On fait revivre la situation et on revoit et on comment dire? On réorganise en fait finalement les façons de faire. Comment j'aurais pu faire autrement, tu vois? Comment je me suis pris? Qu'est-ce qui s'est passé, et cetera? Les gens prennent du recul et ça les aide parce que du coup, le coup d'après, ils se sentent «armés» entre guillemets, tu vois? Oui, c'est ça, ils deviennent plus paralysés, c'est de la thérapie d'exposition, L'exposition un peu, ouais, ouais, c'est voilà, ça, c'est ça. contrôlé, tranquille et puis, tu plus sous le choc de l'émotion, tu le fais tranquillement et cetera, tu vois? Donc c'est des choses qui marchent très, très bien. Ensuite, tu peux travailler sur, les comportements, à viser, à réaliser en pratique, tu vois? Les comportements. Nous, on fait beaucoup ça avec les sportifs, mais ça marche aussi bien sûr, dans le coaching individuel et cetera. C'est-à-dire, voilà, je voudrais, avoir plus confiance en moi, OK, donc on fait ce qu'on appelle les intentions d'implémentation. Donc on dit: «OK, avoir plus confiance en toi, dans quelle situation? Ça correspond à quoi? Ça correspond à quel type de comportement que tu voudrais pouvoir faire?» Bah, quand je rencontre quelqu'un, je voudrais pouvoir le regarder dans les yeux et lui serrer la main, par exemple, la première fois que je le vois. OK, alors, comment on peut faire pour faire ça? Donc on essaye de mettre en place des intentions et des façons de faire les choses pour, cibler les comportements à réaliser en pratique. C'est hyper concret, quoi, hyper concret, mais ça a un impact au bout d'un moment, ça a un impact, si tu veux, sur la personnalité parce que ça remonte, tu vois, au profond de la personne. Voilà. Et puis, on a aussi, tout ce qu'on tout ce qui concerne le travail d'activation, en fait, des ressources pour, générer le changement, tu vois? C'est-à-dire, tu veux te changer, tu te sens pas sûr de toi, ou, en souffrance dans les relations sociales et cetera, ou pas, tu as du mal à être consciencieux, à t'organiser et cetera. Heu, En fait, tu vas faire comment? Comment tu t'y prends? Donc on va développer des ressources qui peuvent être des ressources externes, on va te donner des ressources ou on va te signaler qu'il existe des ressources autrui, par exemple, qui peuvent t'aider à avancer dans cette direction-là, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup, donc pour changer les personnes, voilà. Donc peut-être pour dire que tout ça pour dire que donc il existe des méthodes bien identifiées, bien carrées, qu'elles sont maîtrisées par les spécialistes, hein, et donc je souligne la prudence, à nouveau, et qu'on doit adopter lorsqu'on veut s'engager dans ce travail-là et des personnes auxquelles on s'adresse, hein, qui peuvent parfois, bah, pas être compétentes, hein, tout simplement et donc c'est dommage, voilà. Oui, bah, justement, en parlant de ça, j'avais fait un épisode sur le narcissisme avec, le OK. docteur Jean Cotreau et Ah, il super. avait il avait fait le point avec, le lien entre, la génération Dolto, tout le mouvement d'estime de soi sur Ouais, les réseaux sociaux et justement ce côté-là de vouloir qui part d'une bonne intention, d'être, on va vous aider à réécrire votre narratif, mais qui par contre dans les résultats réécrit un narratif qui du coup vient entretenir une sorte de forme de narcissisme, renforcer un sens, je sais plus comment est-ce qu'ils disent en français, mais un sens d'entitlement, ouais, euh, et, et qui du coup d'une pratique, mais qui d'un coup s'est généralisé et qui d'un coup du coup a causé plus de mal-être puisque voilà, le fait d'entretenir une personnalité narcissique ne rend pas forcément heureux la personne qui la développe, quoi. exactement. Bah et c'est un peu, profiter un peu des autres là, tu vois? Oui, c'est ça, Un peu le exactement. système. Ouais. Et c'est ça qui marche bien sur les réseaux, parce que du coup, c'est des solutions qui paraissent super simples et qui viennent renforcer l'idée. L'argument de vente, c'est que ce n'est pas toi le problème, c'est les autres. Et donc, apprends à t'aimer, tu as une valeur en toi. Si les autres la reconnaissent Voilà, pas, c'est leur problème, c'est toi qui as raison. Mais c'est réconfortant à entendre quand on va mal. Et donc, c'est ça le bah oui, problème, c'est ça le bah oui. piège. Tu brosses les gens dans le sens du poil. Ouais. Et ça évite l'anxiété de ce que tu disais à la première technique, qui est Ouais, de faire un état des lieux. Et ça peut être effrayant selon les situations, de se dire bon bah bah oui. merde, où est-ce que je suis maintenant et quelle partie de tout ça est ma faute et qu'est-ce que je dois faire pour changer parce que maintenant que je sais où je veux aller et que je sais où je suis, il y a tout un écart qui montre la différence entre ce que j'aimerais être et qui je suis. Et cette vérité, elle peut être douloureuse.
Oui, alors après, c'est vrai que les spécialistes aussi, savent, aider les gens à pas culpabiliser, hein, parce qu'on Oui, c'est est ça. on voilà, donc je trouve que c'est déjà une bonne démarche d'essayer de se développer et donc on va pas en plus, enfin, faut on accompagne les gens, par rapport à ces questions-là aussi. Ouais, tout à fait.